Lors des discussions pour organiser cette conférence, nous avions choisi de les faire cette semaine pour une raison. Et je souhaiterais, avant de prendre la parole, de demander à tout le monde de garder une minute de silence pour les femmes, les filles qui ont été tuées il y a 35 ans à la faculté polytechnique. Merci. Je crois que ces choix de cette date, c'est pour tout simplement nous dire que nous avons tous une responsabilité. C'est pour exprimer notre indignation, puisque nous sommes tous des parents, des époux, des frères, des filles et des femmes. Mais nous sommes dans une société où de plus en plus, au lieu de tendre vers l'égalité, nous sommes inquiets par les inégalités, mais qui vont jusqu'à commettre l'inacceptable. Et donc, la ville de Montréal, qui nous a permis d'organiser ces congrès à cette date, donc les 6, je voudrais absolument que le monde entier soit informé, puisque c'est un féminicide planifié. Et si nous ne faisons rien sur le plan mémoriel, ça veut dire tout simplement que ça peut se répéter ici ou ailleurs. Et donc, merci pour nous avoir permis. Madame Isabelle Milot, conseillère en protocole de la ville de Montréal, représentant Madame Valérie Plante, la mairesse de Montréal, que j'ai eu l'honneur de rencontrer avant cette cérémonie, Madame Gracia Kasoki Katawa, membre du comité exécutif et responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à vous remercier pour votre hospitalité à Montréal, où se tient cette semaine le 5e congrès de la chaire internationale Mukwege sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits, organisé par l'Université de Montréal. Madame Gracia Kasoki Katawa, merci pour votre allocution à notre égard et pour votre engagement au sein du conseil municipal au sein duquel vous êtes en charge des questions difficiles, mais questions fondamentales pour la cité. Et c'est avec honneur, mais aussi fierté, que je viens de signer les livres d'or de la ville de Montréal. Fierté puisque, vous l'aviez dit, vous savez ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais vous n'avez pas renié aussi vos origines. Merci. Et merci à tous les conseillers, conseillères qui s'engagent, congolaises, congolais ou africaines, africains, qui s'engagent dans la politique canadienne. Soyez la voix des sans-voix.
Les violences sexuelles constituent une véritable pandémie. Ces violences qui brisent la vie des victimes, mais minent aussi les tissus sociaux et communautaires et les perspectives de développement, tant économique et social, ne connaissent pas de frontières géographiques, sociales ou culturelles. Ici, un moment, quand je prenais la parole, il y a des gens qui me posaient cette question. Pourquoi là, chez vous, les gens se tuent et violent les femmes de cette façon? Mesdames et messieurs, ça se passe partout. Nous pouvons garder cette question taboue, mais c'est une question qui se passe partout. Et donc, les violences sexuelles nous concernent tous, directement ou indirectement. Ce constat est d'autant plus d'actualité à la veille de commémoration de la tuerie de l'école polytechnique qui a eu lieu il y a 35 ans, le 6 décembre 1989, et qui peut s'apparenter à un féminicide, car le tueur a assassiné 14 femmes et avait exprimé son intention de tuer les féministes, comme si ces féministes ne sont pas nos mères, nos sœurs, nos filles. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes confrontés au fléau de violences sexuelles commises avec une extrême violence de manière systématique et généralisée dans le cadre d'un conflit qui dure plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que partout à travers le monde, il faut combattre les abus, les discriminations, les violences structurelles qui visent les femmes et les jeunes filles en temps de paix. En effet, ces violences latentes dans la société deviennent patentes dès que l'état de droit et la stabilité, mais aussi la foi, sont fragilisés en période de crise ou de guerre. Telle est la raison pour laquelle nous plaidons pour l'égalité entre les femmes et les hommes et l'effectivité du principe de non-discrimination, qui sont les fondements des droits humains, pour l'éducation à la masculinité positive et à une complémentarité harmonieuse, ainsi que pour lutter contre l'impunité des crimes sexuels et sexistes, car si la société ne réagit pas, elle envoie tout simplement aux agresseurs le message qui est simple, que la société accepte et tolère ces crimes et qui peuvent donc se répéter. L'exemple de la République démocratique du Congo est patent. Lorsque le monde ferme les yeux sur 6 millions de morts, on nous a annoncé ces chiffres il y a 10 ans, eh bien, ceux qui commettent ces crimes ont le sentiment qu'ils ont la licence de tuer, eh bien, ils continuent en toute impunité. Et j'observe que les médias ne veulent pas en parler ou esquivent. Parfois même nous, scientifiques, nous faisons comme si ce qui se passe en République démocratique du Congo était normal. Mais tenez, juste l'année passée, 123 000 femmes congolaises ont été recensées par les Nations Unies comme victimes de violences sexuelles. Ça veut dire une femme est violée toutes les 4 minutes. Mais parfois, les journalistes me posent la question, est-ce qu'il y a encore la guerre en République démocratique du Congo? Bien sûr que oui. Et cette guerre se passe sur le corps des femmes, puisque tout simplement notre société ferme les yeux, donne le message aux agresseurs que vous pouvez continuer. Mais s'il y avait un tollé général, global,
ceux qui commettent ces crimes peuvent savoir que le monde n'est pas d'accord avec eux. J'ai discuté avec des amis psychologues, je leur ai montré la photo d'une petite fille d'une dizaine d'années qui a été amputée de ses 2 membres supérieurs. Mais elle était en train de sourire. Les psychologues m'ont dit, c'est pour elle le mécanisme de survivre. Puisque lorsqu'on coupe les 2 membres à un enfant, mais elle garde le sourire pour survivre. Mais c'est un message fort pour nous les adultes. Qu'est-ce que nous faisons? Mesdames et messieurs, chaque abus à l'encontre des femmes, des filles, chaque viol est un cas de trop. Chaque être humain compte et doit trouver sa place dans la société. C'est à nous de le faire. C'est une responsabilité commune que nous avons. Défendre, protéger les droits des autres. Puisque lorsque nous sommes dans la situation de vulnérabilité, dans une société organisée, c'est les autres qui protègent nos droits. Et donc, lorsque vous êtes en position, quelle que soit la position que vous occupez, c'est une responsabilité qui nous incombe. Ce n'est que dans ces conditions, en bénéficiant de la plus-value de chacune et de chacun au sein d'une société qui est solidaire, que l'on pourra relever les défis du futur, de l'humanité et de notre planète. On n'a pas de choix. Le monde va mal. Et il n'y a pas d'autre alternative. Les droits humains doivent être respectés par tous. Le changement positif se fera avec les femmes qui doivent faire partie intégrante des solutions apportées à tous les problèmes du monde contemporain. On ne peut pas imaginer le monde où nous allons exclure les femmes. Il n'y aura pas de solution sans elles. Elles représentent plus de la moitié de notre planète. Mesdames et messieurs, ensemble, acteurs publics, j'ai rencontré des gens qui viennent du monde associatif, des spécialistes dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous réunissons des spécialistes dans les domaines de la santé, de la justice et d'autres domaines. Nous pouvons édifier un monde meilleur où la femme sera l'égale de l'homme en droit et dans les faits pour œuvrer au bien commun dans l'intérêt de tous. Je vous remercie.